Il est bel et bien possible d'intervenir dans l'histoire, à condition d'avoir un bon plan et de mobiliser les forces nécessaires à sa mise en œuvre. Je voudrais donc préfacer notre conférence par cette citation de l'ouvrage de Friedrich Schiller sur le déclin des Pays-Bas, la révolte des Pays-Bas. Je cite: quelle grande et réconfortante pensée que, malgré les présomptions provocatrices du pouvoir princier, il existe encore un remède, que leurs plans les plus calculés seront mis à mal par la liberté des hommes, qu'une résistance courageuse peut faire plier même le bras tendu d'un despote, qu'une persévérance héroïque peut enfin épuiser ces terribles ressources. Donc, donnons un exemple nouveau et irréfutable de ce que l'on peut oser entreprendre pour une bonne cause et de ce qu'on peut accomplir grâce à l'unité. Donc, pour ce faire, il faut d'abord sortir nos contemporains de leur apparente somnambulisme, dans lequel ils semblent être tombés, surtout en Allemagne. Le monde n'a jamais été aussi proche d'un point de non-retour, d'un point final potentiel de l'histoire. Et la catastrophe finale d'une guerre nucléaire mondiale potentielle peut devenir inévitable. Dans nombreuses de ses œuvres, Friedrich Schiller utilise le terme punctum saliens, qui, comme dans le drame et dans l'histoire, décrit le moment où tout se met à bouger de manière inexorable. Et dans sa quatrième lettre sur Don Carlos, il écrit, je cite, chaque action a son punctum saliens, où elle passe du possible à la réalité. En ce qui concerne l'histoire, nous pouvons identifier ces points de non-retour. Par exemple, lorsqu'il était trop tard pour empêcher la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Cependant, pour l'avenir immédiat, de multiples incertitudes obscurcissent la possibilité de définir ce point de non-retour. Lorsqu'il sera certain qu'une Troisième Guerre mondiale, et nous savons que la Troisième Guerre mondiale, cette fois, sera nucléaire, ce sera la dernière, il sera trop tard. L'humanité et avec elle notre histoire sera anéantie. Nous assistons actuellement à l'effondrement de l'ordre mondial tel qu'il a émergé après la Seconde Guerre mondiale, puis sous une forme modifiée après la fin de la guerre froide. L'un des événements les plus marquants de cette évolution fut le 15 août 1971, lorsque le président Nixon s'engagea sur la voie fatale du monétarisme déréglementé avec l'introduction du taux de change flexible flottant dont Lyndon LaRouche avait prophétiquement prédit les conséquences. Une nouvelle dépression, un nouveau fascisme et une nouvelle guerre mondiale, à moins, disait-il, qu'un système économique mondial entièrement nouveau ne soit créé à temps. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Pour comprendre comment nous avons pu en arriver là, seulement 35 ans après la réunification allemande, il faut repartir un peu en arrière. Pendant une brève période, entre la chute du mur de Berlin et la réunification, nous avons vécu un âge d'or pour l'humanité. L'un de ces rares moments de l'histoire où le cours des choses peut être complètement réinitialisé. L'ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, Jack Matlock, a souligné dernièrement lors d'une conférence de l'Institut Schiller que même avant sa dissolution en 1991, l'Union soviétique ne représentait plus de menace et donc n'était plus un ennemi. Il aurait donc été tout à fait possible d'instaurer un nouvel ordre de paix pour le XXIe siècle avec la fin de la guerre froide. Lyndon LaRouche avait d'abord proposé les bases économiques de cet ordre de paix avec son programme Le Triangle productif Paris-Berlin-Vienne, puis avec le pont terrestre eurasiatique. Et à cette époque, nous avons lutté pour notre droit à la souveraineté, également inscrit dans le traité 2+4, mais nous avons été privés de cette souveraineté, non seulement dans les nouveaux États fédéraux, mais aussi dans toute l'Allemagne.
des documents américano-russes, germano-britanniques et français déclassifiés depuis, qui étaient désormais disponibles aux archives nationales américaines, au département d'État, au Pentagone, dans les bibliothèques présidentielles et dans diverses archives nationales et bibliothèques universitaires, témoignent non pas d'une, mais d'une véritable avalanche de promesses de sécurité contre l'expansion de l'OTAN vers l'Est, faite à Gorbatchev et Shevardnadze par Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Heard, Major et Werner. Et ces documents montrent clairement que la promesse de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est était si essentielle que les plaintes russes d'avoir été trompées aujourd'hui sont absolument justifiées. Le discours d'ouverture prononcé par le ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher lors d'une conférence de l'Académie protestante de Tutzing le 31 janvier 1990 a joué un rôle décisif. Genscher a souligné, je cite, nous ne voulons pas d'unité au détriment des autres. Il est de la responsabilité de l'OTAN de le dire clairement. Quoi qu'il arrive au pacte de Varsovie, il n'y aura pas d'expansion du territoire de l'OTAN vers l'Est, c'est-à-dire plus près des frontières de l'Union soviétique. Et ces garanties de sécurité sont importantes, étaient importantes pour l'Union soviétique et son comportement. Et il est significatif que le discours de Genscher ait pratiquement disparu d'Internet et ne puisse être trouvé qu'au prix de quelques efforts techniques. Et la formule Tutsi allait déclencher une série de pourparlers diplomatiques importants au cours des 10 jours suivants, culminant avec la rencontre décisive entre Kohl et Gorbatchev le 10 février, et au cours de laquelle ce dernier donna son accord de principe à la réunification allemande. Compte tenu du volume considérable de ces promesses, il ne fait aucun doute qu'elles ont joué un rôle clé pour persuader les dirigeants russes de l'époque de faire preuve d'une immense générosité afin de faciliter la réunification allemande, 45 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est d'autant plus compréhensible que la Russie ait perçu la politique ultérieure de l'Occident comme une grave trahison. Ce changement de cap s'explique par la prédominance des néoconservateurs et de la doctrine Wolfowitz aux États-Unis, qui visaient à consolider leur rôle de leader dans un nouvel ordre mondial unipolaire. Selon cette doctrine, les États-Unis se réservent le droit de décider seuls du moment et du lieu de leur intervention militaire, y compris par des frappes préventives contre les menaces perçues. Malgré les changements d'administration, ils ont défini leur politique comme l'expression d'une bureaucratie permanente. S'ensuivit le rejet du système de paix de Westphalie par Tony Blair dans son discours de Chicago en 1999 et remplacé avec la politique du droit de protéger et les guerres d'intervention humanitaire qui, après le 11 septembre 2001, que Larouche avait également prévu comme un nouvel incendie du Reichstag, le 3 janvier 2001, furent menées sous le couvert de la guerre contre le terrorisme en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, ainsi que par des révolutions de couleur et des changements de régime, et par l'expansion de l'OTAN vers l'Est, accompagnée de la résiliation unilatérale de tous les traités de contrôle des armements et de désarmement, ABM, traité des missiles intermédiaires, Open Sky. Alors que les administrations américaines n'avaient aucun problème avec Helsinki, qui s'était volontiers soumis à la thérapie de choc du FMI et avait permis que la capacité industrielle de la Russie soit réduite à seulement 30% entre 1991 et 1994, les efforts de Poutine pour restaurer le statut de puissance mondiale de la Russie ont fait obstacle à la vision d'un ordre mondial unipolaire. Le coup d'État de Maïdan en 2014, dans lequel Victoria Nuland a joué un rôle inoubliable, a marqué le début d'une guerre par procuration menée par l'OTAN contre la Russie. L'aveu même d'Angela Merkel et de François Hollande, selon lequel les accords de Minsk n'avaient servi qu'à former les forces ukrainiennes, à gagner du temps pour les mettre aux normes de l'OTAN,
a largement contribué à la perte de confiance qui est désormais totale entre la Russie et nous. Des experts militaires occidentaux ont souligné que le déploiement relativement limité de troupes russes en février de 2022 prouvait que Poutine n'avait pas l'intention d'attaquer l'ensemble de l'Ukraine, mais souhaitait seulement venir en aide à la population russophone de l'Est du pays. Le 31 mars dernier, le New York Times a publié un article très long présentant les résultats d'une enquête d'1 an basée sur plus de 300 entretiens et interviews qui a démontré que les États-Unis commandaient la guerre en Ukraine directement depuis la caserne clé de Wiesbaden depuis au moins la mi-avril 2022, pratiquement au même moment que l'intervention de Boris Johnson à Kiev, qui, rappelons-le, a saboté la solution diplomatique trouvée à l'époque à Istanbul entre la Russie et l'Ukraine. Donc, si le discours officiel d'une guerre d'agression non provoquée, comme on dit, demeure le dogme par lequel même les politiciens critiques de l'OTAN se sentent obligés de répéter le discours, l'implication totale de l'OTAN dans ce conflit est largement documentée aujourd'hui. David Ignatius, porte-parole très connu de la bureaucratie permanente aux États-Unis, révélait déjà en 2022, dans une série d'articles du Washington Post, la conviction des politiciens qui, malgré toutes les preuves sur le champ de bataille dans le système économique, ne cessaient de répéter, tout le monde répétait que la Russie serait ruinée, ou comme l'a dit le chancelier allemand Merz, Poutine allait perdre cette guerre. Il doit perdre cette guerre. Derrière tout cela se cache la conviction que la nouvelle révolution militaire survenue en Ukraine, combinée avec la guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale, avec les armes les plus modernes du XXIe siècle, donc à savoir l'intelligence artificielle pour espionner les ennemis, a mis la Russie en échec. C'était le discours. Alex Karp, qui est le PDG de Palantir, l'analyse ainsi lui-même, je cite, la puissance des systèmes de guerre algorithmiques les plus avancés est désormais telle qu'elle équivaut à disposer d'armes nucléaires tactiques contre un ennemi ne disposant que d'armes conventionnelles. L'opinion publique sous-estime cela, nos adversaires ne le sous-estiment plus. Fin de citation. Et le général Mark Milley, chef d'état-major de l'armée de terre, a déclaré fin 2002, je cite, « Nous observons actuellement la manière dont les guerres seront menées et gagnées pendant de nombreuses années. » Fin de citation. Nous faisons partie d'une alliance militaire avec l'OTAN, dans laquelle la survie de l'Allemagne n'est pas une priorité. Le 20 novembre 2024, l'amiral Thomas Buchanan du Stratcom américain à Washington a déclaré lors d'une conférence intitulée Lancement du rapport Projet Atom 2024, qui était organisé par le Centre d'études stratégiques et internationales, que les États-Unis seraient prêts à s'engager dans un échange nucléaire si leur hégémonie mondiale était mise à défaut. Et sa seule réserve était que les États-Unis devraient s'assurer de conserver suffisamment d'armes nucléaires pour maintenir leur hégémonie par la suite de ces frappes nucléaires. Et aussi, les remarques de l'amiral Buchanan n'étaient pas un lapsus, une erreur. Elles étaient étayées par la Nuclear Posture Review, la revue des études nucléaires, en 2022, dans laquelle déjà le président Biden, ou quiconque d'ailleurs serait en charge pendant les dernières années de l'administration Biden, se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires de manière préventive si les intérêts vitaux des États-Unis ou de leurs alliés sont menacés. Bien des experts renommés, comme Ted Postol, ainsi que des participants aux manœuvres de l'OTAN, soulignent que la survie de l'Allemagne ne sera pas prise en compte en cas d'urgence. Et autrement, l'idée de Buchanan, selon laquelle des guerres nucléaires tactiques peuvent avoir lieu et être gagnées, relève de la pure fantaisie. Postol a démontré de manière convaincante pourquoi une utilisation même limitée conduirait à l'utilisation de toutes les armes nucléaires. Soit dit en passant, un jour seulement après la conférence de Buchanan, Poutine a démontré avec le déploiement d'un premier missile hypersonique, Oreshnik, à Dniepr, que la Russie dispose d'une arme non nucléaire contre laquelle
grâce à sa seule énergie cinétique due à sa grande vitesse, qui va jusqu'à Mach 10, Mach 11, il n'existe aucun système de défense pour ses armes, alors que les prédictions de Karp et Millet à l'époque ne se sont pas vérifiées sur le champ de bataille. C'est inconcevable. Seulement 80 ans après l'effondrement du national-socialisme en Allemagne et la fin de la Seconde Guerre mondiale, et alors sous le coup des ruines, avec un sérieux, nous avions dit plus jamais ce pays est de nouveau un pays en guerre à tous les niveaux de la société. Et le plus inquiétant, c'est qu'une grande partie de la société allemande semble avoir accepté le récit véhiculé par les médias grand public sur les raisons de cette situation. Ou alors, cette population se sent paralysée. Avec le programme européen Réarmer l'Europe de l'Union européenne et les prétendues clauses de défense et de résilience, qu'on appelle aussi exception de sécurité et de défense, qui est une sorte de loi qui fait que nous nous dirigeons désormais vers une course aux armements qui autorise des emprunts illimités pour financer la défense. En Europe, nous tolérons le meurtre quotidien d'enfants, de femmes ou de personnes âgées à Gaza, qui menacent d'anéantir un peuple entier. Et personne aujourd'hui ne peut l'ignorer. Nous ignorons que le droit international est en train d'être bafoué. Ce faisant, les intérêts existentiels du peuple allemand, que tous les membres du gouvernement ont juré de protéger, sont entièrement sacrifiés sous l'autel de la soumission transatlantique. L'objectif de cette conférence est de montrer comment sortir de cette impasse. Nous devons inscrire à l'ordre du jour, en temps utile, une nouvelle architecture mondiale de sécurité économique et de développement, qui tienne compte des intérêts sécuritaires et économiques de tous les États de la planète. Et cela est tout à fait possible, car la vision géopolitique de la nécessité absolue d'un ennemi a depuis longtemps trouvé une alternative. La tentative d'instaurer un ordre mondial unipolaire subie depuis quelque temps a subi un revers majeur, car après 500 ans de colonialisme, les pays du Sud n'étaient nullement prêts à s'y soumettre. L'expérience des sanctions unilatérales imposées à de nombreux États, l'instrumentalisation du dollar comme une arme de guerre, les conditions de crédit et d'échanges commerciaux perçues comme injustes, et dans bien d'autres choses encore, ont contribué à réactiver l'esprit de Bandung, une étape importante dans l'histoire du mouvement des non-alignés. L'essor économique sans précédent de la Chine, qui a sorti 850 millions de ses concitoyens de l'extrême pauvreté en une quarantaine d'années et éliminé l'extrême pauvreté à la fin 2021, est considéré comme un fait sans précédent dans l'histoire de la réduction de la pauvreté mondiale, ainsi que son ascension fulgurante dans les sciences et les technologies, qui, selon le groupe de réflexion australien ASPI, en a fait le leader mondial dans 57 des 63 technologies de pointe et en ont fait la principale menace aux yeux des néoconservateurs anglo-américains, mais se sont avérés une véritable bénédiction pour les pays du Sud. Depuis que le président Xi Jinping a déclaré la nouvelle route de la soie comme politique officielle de la Chine en 2013, un programme qui avait une grande affinité avec notre pont terrestre eurasiatique proposé en 1991 et converge de plus en plus avec notre programme de pont terrestre mondial de 2014. La Chine travaille désormais avec près de 150 pays sur cette nouvelle route de la soie, appelée une initiative, une ceinture, une route. Le volume des échanges commerciaux avec les pays du Sud s'est élevé à environ 2 500 milliards d'euros en 2023, ce qui ne représente qu'une fraction du potentiel des projets lancés. Les BRICS, qui comptent désormais 10 États membres et 10 partenaires, donc les BRICS, oui, qui comptent désormais 10 États membres et 10 partenaires, représentant plus de la moitié de l'humanité, viennent de conclure leur sommet annuel à Rio. Tous les intervenants, y compris de nombreux, et y compris les pays invités, ont exprimé avec enthousiasme et fermeté leur intention
de construire un nouveau système économique juste offrant à toutes les nations participantes la perspective de vaincre la pauvreté, de bâtir leur économie et de développer leur système de santé et d'éducation, et de participer au progrès scientifique et technologique de l'humanité sur la base de la division du travail et de l'égalité. Les BRICS ne se considèrent explicitement pas comme une alternative à l'OTAN, et encore moins comme un bloc. Et quand Trump dit que les BRICS ont été créés pour s'opposer aux États-Unis, il se trompe. Ils ne sont pas là pour s'opposer. Non, ne croyez pas un, un mot de ce que vous lisez dans les médias occidentaux sur les BRICS. Ils seraient divisés si Jinping et Poutine n'y ont pas participé à Rio, que l'élan des BRICS serait perdu. Au contraire, bien que tous les pays des BRICS subissent une énorme pression et y réagissent de manière très différente en fonction des pays, la tendance vers une nouvelle ère pour l'humanité aujourd'hui est inéluctable. Les pays du Sud sont déterminés à concrétiser leur droit à un développement économique équitable, à ne plus être des fournisseurs de matières premières, mais à développer leur propre chaîne de valeur, à développer leur propre industrie, leur agriculture, et à devenir prochainement des pays à revenus intermédiaires. L'Institut Schiller a préparé une étude pour cette conférence qui est actuellement en cours. C'est encore en cours. Et sur la manière dont l'Europe, en collaboration avec la Chine et d'autres pays des BRICS, peut soutenir les pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Ouest, notamment par le biais de co-entreprises ou de partenariats pour le développement. Nous sommes d'abord concentrés sur trois pays clés que sont l'Allemagne, la France et l'Italie, et les autres suivront. Nous souhaitons démontrer qu'une telle coopération profite non seulement à l'Afrique et au Moyen-Orient, mais que ces co-entreprises peuvent également devenir un moteur pour surmonter la profonde crise économique que traverse l'Europe. Au lieu d'investir des milliers de milliards d'euros dans le réarmement qui a détruit les capacités de production de l'économie réelle, nous devrions unir nos forces à celles de la Chine pour investir dans des domaines qui ont toujours été à l'avant-garde d'une industrialisation réussie. La production et la distribution d'énergie à grande échelle, les infrastructures économiques de base à niveau continental et au-delà, l'investissement dans des projets dits, qui sont des projets qui changent la donne, comme le grand barrage de la Renaissance qui a été bâti en Éthiopie, qui est une véritable vitrine justement de la coopération entre l'Afrique, l'Europe et la Chine, et qui répond à des enjeux, aux enjeux les plus urgents, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Nous citerons également le projet Transaqua qui permettrait la gestion de l'eau, l'hydroélectricité, les transports et le développement agro-industriel pour 12 pays au cœur de l'Afrique. Et enfin, le grand projet hydroélectrique du barrage d'Inga en République démocratique du Congo qui produira plus d'un tiers de l'électricité actuellement produite en Afrique. Malgré la crise économique, les pays européens disposent toujours du savoir-faire scientifique et technologique dont l'Afrique a un besoin urgent. L'Europe conquiert des marchés en pleine expansion auprès de clients de plus en plus riches et résout la crise des réfugiés de la seule manière humaine possible. Et il faut se donner des bonnes raisons, notamment pour les jeunes, de rester dans leur pays et de contribuer à son développement plutôt que de sombrer dans la Méditerranée ou végéter dans des camps que même le pape François a qualifiés de camps de concentration. Pour la Suisse du Sud-Ouest, nous avons proposé le plan Oasis, qui commence par la construction de canaux entre la mer Méditerranée, la mer Morte, la mer Rouge, ainsi que par le dessalement de grandes quantités d'eau de mer pour l'irrigation des déserts. L'objectif final est de reverdir les déserts et le développement économique de toute l'Asie du Sud-Ouest, carrefour de l'ancienne route de la soie entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Ici aussi, la coopération entre la Chine et les autres pays des BRICS, d'une part, et l'Europe et les pays de la région, d'autre part,
peuvent mettre en œuvre le mandat du pape Paul VI. Il disait, le nouveau nom de la paix, c'est le développement. Le pape Léon XIII parle également du développement comme une arme pour une paix durable dans la région. L'Institut Schiller, aujourd'hui, avec cette conférence, mène campagne en Europe, en Afrique et en Asie pour mettre en œuvre ce programme de collaboration, de co-entrepreneuriat, moteur pour la sortie de la crise économique et, évidemment, perspective de paix. Je suis particulièrement heureux d'avoir obtenu la coopération de l'Académie chinoise des études mondiales et contemporaines, dont le vice-président Daqi Fan s'adressera à nous par vidéoconférence. Ce type de coopération pour résoudre les problèmes les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée correspond également à l'état d'esprit nécessaire pour mettre à l'ordre du jour une nouvelle architecture mondiale de sécurité et de développement mutuel, prenant en compte les intérêts de chaque pays. Seule la mise en œuvre d'un tel nouveau paradigme dans les relations internationales permettra d'échapper aux conséquences de l'effondrement profond du droit international et des relations internationales, qui est le résultat de la tolérance vis-à-vis du génocide de Gaza et des récentes attaques contre l'Iran, à savoir une descente généralisée vers l'anarchie. Nous avons atteint un véritable punctum saliens dans l'histoire, mais rien n'est plus éloigné du raisonnement de Schiller que d'interpréter ce terme de manière fataliste. Bien au contraire. Très tôt dans ses lettres philosophiques, Jules à Raphaël, Schiller écrivait en 1786, je cite, il existe un certain punctum salies de la raison, où tous les concepts s'inversent, où l'âme s'envole par-delà les sens. Fin de citation. Et ça, c'est un moment de transition de la peur à la liberté. C'est ce moment-là. Moi-même, et probablement beaucoup d'autres, nous nous sommes souvent demandé comment le peuple allemand, qui a produit tant de poètes, de penseurs, d'inventeurs exceptionnels, a pu se permettre d'être ainsi privé de sa souveraineté. Schiller a montré la voie avec son concept du sublime. Dans Du sublime, en 1793, il écrit, je cite, il existe un point critique où la puissance de la nature opprime suffisamment l'esprit pour qu'il se sauve par un saut soudain dans la sphère de la liberté. Fin de citation. C'est ce moment, c'est le punctum saliens, où l'homme lutte pour sortir de la peur paralysante et s'affirmer moralement. Tout au long de sa vie, Schiller s'est penché sur cette question du sublime, sur la manière dont l'homme apprend à agir au-delà de ce que les circonstances semblent lui permettre, grâce à l'éducation esthétique. Dans une lettre à Goethe du 7 janvier 1795, il écrit, je cite, il y a un punctum saliens dans tout art, où le mécanique, où ce qui était mécanique se transforme en liberté. Et ce point doit être trouvé par le génie. Fin de citation. Et dans Grâce et dignité, un autre texte, il affirme que l'homme fait preuve de dignité lorsqu'il trouve le moment décisif, qu'il accède à la maîtrise de soi et met fin au conflit entre devoir et inclinaison naturelle. Ce punctum saliens est le moment révolutionnaire de l'histoire où nous prenons conscience de notre propre humanité. Nous ferons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour honorer notre homonyme Schiller et nous montrer digne de la belle image qu'il avait de l'humanité. Je voudrais conclure par quelques lignes de son fragment, s'appelle La grandeur allemande. Ce n'est pas la grandeur des Allemands, que ce soit vaincre par l'épée, que ce soit pénétrer le royaume des esprits, que ce soit lutter vaillamment contre la folie. Cela est digne de son zèle, bien entendu. Mais une victoire plus haute peut être remportée par ceux qui manient l'éclair de la vérité, qui libèrent les esprits eux-mêmes, que ce soit pour la liberté par la raison. Cela, c'est la vraie justice pour tous les peuples et s'applique pour toute l'éternité.